Béatrice Gervais-Bergeron à venir à l'avant. Alors, candidate au doctorat en sciences biologiques de l'Université de Montréal, Béatrice est une passionnée de plantes. On peut dire ça. Elle a orienté son parcours académique et social vers les phytotechnologies et l'écologie végétale. Lors de son baccalauréat à McGill, elle a participé à un projet de phytoremédiation des mines de cuivre au Chili, puis a entamé un doctorat à l'Université de Montréal sur la sélection des végétaux en phytoremédiation. Elle est engagée dans divers projets et événements pour améliorer l'utilisation des phytotechnologies au Québec, notamment comme présidente de Phytoaction. Alors, madame, vous allez nous parler de la sélection des plantes en phytoremédiation à l'aide de leurs traits fonctionnels. Je vous cède la parole. Il y a un micro pour vous sur le lutrin et un petit clicker. Et voilà, on vous a prévu 15 minutes pour vous. Le temps va défiler ici. Merci. Super, on m'entend? OK. Je vais commencer par éteindre le PowerPoint. Super. Donc, je suis vraiment contente d'être ici pour présenter mon projet de doctorat qui a comme thématique l'écologie fonctionnelle et la phytoremédiation. Donc, j'espère vous passionner comme moi de ces thématiques. Mais tout d'abord, pourquoi je parle de phytoremédiation? Eh bien, parce que j'ai vraiment à cœur les enjeux de contamination de sol, autant au niveau international, comme on l'a mentionné là, avec les mines, que aussi au niveau local, comme on peut le voir ici là, sur la carte de Montréal-Est. Le fait de végétaliser ces sites contaminés vient vraiment limiter la dispersion des contaminants, mais aussi réduire l'exposition des populations humaines à ces contaminants. En plus de la contamination, souvent ces territoires ont aussi d'autres enjeux comme la minéralisation, si on regarde ici une carte satellite. Et le fait de venir végétaliser ces territoires-là amène aussi de nombreux bénéfices là, sur le territoire, autant de protection du sol, biodiversité, l'eau de chaleur. Vous connaissez sûrement la recette maintenant. Et donc, c'est vraiment de comprendre l'écologie de tous ces services-là qui m'a intéressée, mais aussi d'un point de vue phytoremédiation. Quand je parle de phytoremédiation, je parle vraiment de la gestion des risques de contamination à l'aide de plantes vivantes. On utilise donc les capacités des plantes à pouvoir tolérer des sites contaminés, mais voire peut-être même aussi d'être capable de les absorber à l'extérieur ou à l'intérieur de leurs racines pour pouvoir limiter leur dispersion dans la nappe phréatique ou dans l'air, et même parfois à pouvoir les accumuler dans les parties aériennes pour pouvoir réduire la charge de contaminants dans le sol. Et donc, bien qu'on comprenne assez bien le phénomène d'accumulation des métaux dans les plantes, il reste encore plusieurs enjeux à déterminer quelles caractéristiques on veut chercher pour avoir des plantes efficaces en phytoremédiation. Et donc, ces capacités-là reposent, en fond, viennent d'une longue évolution des plantes sur ce qu'on appelle des sols métallifères, qui sont donc des sols qui naturellement contiennent des quantités de métaux assez élevées. Et donc, au cours de l'évolution, certaines plantes se sont adaptées à ce genre de conditions et ont donc développé là, des capacités soit de tolérance ou d'accumulation de métaux. Et donc, comme c'est un enjeu, selon moi, écologique, ou en tout cas d'intérêt écologique, j'ai voulu l'aborder d'un point de vue d'écologie fonctionnelle. Et donc, contrairement à l'écologie traditionnelle, où on essaie vraiment de venir comparer une espèce avec une autre, eh bien ici, on va s'intéresser simplement au rôle ou à la fonction qu'a la plante dans l'écosystème. Donc ici, par exemple, au lieu de s'intéresser aux différentes espèces de notre écosystème, eh bien, on s'intéresserait aux fonctions vert pâle ou vert foncé, par exemple. Comment ça fonctionne exactement, l'écologie fonctionnelle? Eh bien, ça repose sur la mesure de traits fonctionnels, qui sont des caractéristiques morphologiques, physiologiques très simples chez les plantes et qui sont simples à mesurer et très corrélées aux fonctions des plantes. Donc, disons qu'on a une fonction d'intérêt comme la croissance pour comprendre la productivité ou la compétitivité d'une plante dans un écosystème. Mais ça peut quand même être difficile ou complexe à mesurer directement, là, la compétitivité. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs décennies, les écologistes se sont attardés à déterminer quelles mesures très simples étaient très corrélées à ce genre de fonctions pour faciliter, dans le fond, la mesure des fonctions. Et donc, dernièrement, on s'est aussi rendu compte que ces traits fonctionnels-là, aussi simples que la teneur en matière sèche foliaire, étaient non seulement corrélés aux fonctions, mais aussi aux services écologiques que les plantes peuvent rendre dans un écosystème, comme la séquestration de carbone, là, qui est très à la mode aujourd'hui.
Et donc, ça nous permet de se soustraire des contraintes taxonomiques où il est parfois difficile de comparer une espèce avec une autre. Et donc, on est capable de venir comparer l'ensemble des espèces terrestres sur Terre. Comment on fait ça? C'est tout simple. On prend par exemple des traits fonctionnels d'intérêt comme la hauteur d'une plante ou la surface foliaire ou même la quantité d'azote que la plante accumule dans ses feuilles, la densité de ses feuilles ou même de ses tiges et voire même la masse de ses graines. Et donc, avec ces 6 traits fonctionnels de base, on est capable de cartographier l'ensemble des plantes terrestres, qui est un travail qui a été effectué par Sandra Diaz, une chercheure en Argentine, et qui a été possible grâce à la base de données TRI, qui est une base de données qui regroupe depuis plusieurs années les traits de plus de 200 000 espèces. Et donc, je me suis posé la question toute simple, maintenant qu'on peut comparer toutes les espèces entre elles, est-ce qu'il existe des combinaisons de traits ou des niches fonctionnelles qui soient particulièrement pertinentes ou efficaces en phytorémédiation? C'est donc la question principale de mon doctorat. Est-ce qu'il existe des traits fonctionnels qui soient bien corrélés au service de phytorémédiation ou tout simplement aussi à l'accumulation de métaux dans les parties racinaires ou aériennes des plantes? Je me suis posé la question tout d'abord avec les saules arbustifs, puis plus largement avec les plantes métallophytes, qui sont donc des plantes qui tolèrent ou même aiment les métaux dans le sol. Pourquoi les saules? Eh bien, probablement que plusieurs savent, mais c'est des espèces assez modèles et très faciles à étudier en phytorémédiation, parce qu'à la fois, ils sont capables d'accumuler une quantité importante de métaux, mais aussi parce qu'elles poussent vite, sont très tolérantes à différents stress. On sait que les terrains contaminés comportent souvent plusieurs stress, autant sécheresse, nutriments, mais elles peuvent aussi être récoltables pour faire de la biomasse pour d'autres projets. Et elles sont très diversifiées. Et donc, c'est pour ça que je suis allée mesurer une dizaine de traits fonctionnels sur différentes espèces qui avaient été implantées en 2016 sur le banc d'essai de phytorémédiation mis en place par l'équipe de Michel Labrec. Et donc, sur ce terrain contaminé, dans un secteur pétrochimique de l'Est de Montréal, on voyait un terrain assez hétérogène, à peu près de 8 métaux qui étaient problématiques. Je suis donc allée mesurer les métaux dans le sol, dans les parties racinaires et dans les parties aériennes pour un peu voir le portrait où s'était rendue la contamination et quels services les saules pouvaient rendre. Les résultats sont ici, je vais vous conduire avec moi. Et donc, est-ce que ça marche? Un petit peu, OK. Donc, on a nos flèches qui représentent les 10 traits fonctionnels que j'ai mesurés. Et plus les flèches sont longues, plus la corrélation dans notre système est importante. On a après ça nos points de 6 couleurs différentes qui sont 6 types de services de phytorémédiation, comme la phytostabilisation, ici avec le triangle bleu, ou la phytoextraction avec nos carrés roses. Et donc, plus les points sont proches les uns des autres, plus ils sont corrélés ensemble, et plus ils sont proches de nos flèches et de nos traits, plus ils sont corrélés ensemble. Et donc, le premier résultat intéressant, et lorsqu'on regarde la phytoextraction, la phytostabilisation, pardon, qui sont donc les triangles bleus, qui est donc l'accumulation de métaux dans les parties racinaires, eh bien, on voit que c'est vraiment très bien corrélé au LDMC, qui est la teneur en matière sèche. Souvent, ce trait-là indique plutôt des espèces à croissance lente. Et donc, contrairement à ce qu'on recommande d'habitude d'avoir des saules à croissance maximale pour la phytorémédiation, eh bien, l'approche fonctionnelle nous dit que probablement on devrait peut-être nuancer les recommandations et avoir des espèces peut-être à croissance plus modérée pour maximiser l'accumulation des métaux dans les parties racinaires. Un autre résultat intéressant est aussi l'allocation de ressources racinaires. On voit ici l'azote racinaire et le carbone racinaire qui sont assez bien corrélés à nos triangles bleus vides ici, qui sont le service de décontamination du sol, donc la réduction des contaminants dans le sol. C'est donc dire que les espèces qui allouent davantage de ressources comme d'azote et de carbone dans notre système racinaire ont une meilleure capacité pour décontaminer le sol. Donc, encore une fois, contrairement à ce qu'on recommande, qui est plutôt de maximiser des espèces qui maximisent la biomasse aérienne, c'est tout aussi pertinent d'avoir des espèces qui aussi maximisent les ressources pour le système racinaire. Un dernier résultat intéressant, c'est qu'on voit que les différents points de chacun de nos services, qui représentent là, ici, par exemple, la phytostabilisation du cuivre ou du plomb, sont très proches les uns des autres, ce qui veut dire qu'ils sont bien corrélés.
Ce qui veut dire les recommandations que je vous fais en ce moment, par exemple les croissances modérées ou les ressources racinaires, eh bien, c'est des recommandations qu'on peut émettre pour la stabilisation de n'importe quel métaux. Donc, ça pourrait être généralisable, peu importe le type de contaminant qu'on a sur notre site. C'est donc un résultat majeur qui nous permet de dire que cette approche-là pourrait être généralisable à n'importe quel type de contaminant. En deuxième lieu, j'ai voulu vraiment élargir. Je suis passée d'espèces du même genre à toutes les espèces du monde. Ici, sur la carte, on voit tous les sites métallifères qui existent dans le monde, qui sont donc des sites où on trouve naturellement des métaux et sur lesquels des plantes se sont naturellement adaptées. Je me suis donc dit, vu qu'elles ont toutes des contraintes similaires, là, métalliques, etc., elles doivent sûrement avoir des stratégies similaires ou des traits fonctionnels similaires qui nous permettraient de comprendre quelle stratégie serait optimale pour implanter sur des sites que nous-mêmes, on a contaminés aux métaux. Je suis donc allée voir principalement, en premier, chez les hyperaccumulatrices, qui sont des espèces qui sont capables d'accumuler de 100 à 1000 fois plus de métaux que les autres métallophytes. Ils ont donc vraiment des capacités extrêmes d'accumulation de métaux. Je me suis dit, c'est probablement les premières à les voir, sont tellement spéciales qu'ils doivent certainement avoir des traits communs. Puis après ça, je me suis attardée à l'ensemble des métallophytes. Les hyperaccumulatrices, donc dans la littérature, on les décrit souvent comme de toutes petites plantes à croissance très lente, qui produisent beaucoup de métabolites secondaires, très tolérantes au stress et qui ont quand même un système racinaire étendu. Et je me suis donc demandé, est-ce que ces caractéristiques-là sont généralisables pour toutes les hyperaccumulatrices du monde? C'est pourquoi je suis allée voir sur les bases de données internationales, où j'ai pris la liste d'hyperaccumulatrices la plus à jour en ce moment, donc qui en contient plus de 700. Et je l'ai mis en relation avec la base de données TRI, dont je vous parlais plus tôt, qui contient beaucoup de traits de beaucoup d'espèces. J'ai sorti les 3 traits d'intérêt qui m'intéressaient le plus, puis j'ai obtenu à peu près 4500 espèces. Si on les met les deux ensemble, eh bien, on voit sur l'ensemble des nuages de points ici gris, qui sont l'ensemble des espèces végétales, on a nos hyperaccumulatrices qui sont en vert foncé. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, donc de voir toutes les hyperaccumulatrices très près les unes des autres, on voit qu'elles sont assez loin les unes des autres sur le nuage de points gris. Par contre, on voit aussi qu'il y a seulement 19 espèces pour lesquelles j'avais les traits fonctionnels sur la base de données TRI, alors qu'on en connaît 700. Je me suis donc dit que c'était quand même un résultat trop faible pour pouvoir conclure quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis retournée dans la littérature, voir s'il n'y avait pas des nouvelles espèces qui auraient été découvertes ou ajoutées à la liste depuis. Et donc, j'en ai trouvé une trentaine de nouvelles. Mais vu que c'est des plantes rares, j'ai aussi publié un appel à la collaboration internationale pour vraiment demander à la communauté scientifique qui travaille avec ces espèces-là de bien vouloir mesurer les traits fonctionnels sur leurs espèces. Il y en a déjà une dizaine qui ont participé à la collaboration et ça a suscité beaucoup d'intérêt, cette approche fonctionnelle en milieu hostile comme les milieux métallifères. Et lorsque je suis allée présenter ces résultats-là à un colloque l'année dernière, on a même créé un groupe de recherche pour aborder ces thématiques. Si on revient aux résultats, donc on revient à mes 19 hyperaccumulatrices, si j'ajoute les 40 nouvelles que j'ai pour l'instant, on voit qu'au contraire de se préciser dans un coin, c'est même encore plus dispersé sur le nuage de points. Et donc, ça tend à conclure que les hyperaccumulatrices n'ont pas de stratégie commune. Et ça va aussi à l'encontre, mais aussi ça confirme certains résultats de certains collègues qui ont trouvé, par exemple, dans les Pyrénées, pardon, le cliqueur ne fonctionne pas très bien, qui ont trouvé dans les Pyrénées que sur un environnement où il y avait peu d'azote, les plantes tendaient à accumuler beaucoup, à aller chercher beaucoup de nutriments, ce qui faisait qu'ils hyperaccumulaient pour aller chercher de l'azote. Alors qu'avec un autre collègue en Indonésie, on a plutôt trouvé qu'il n'y avait pas du tout de corrélation entre l'hyperaccumulation et leur croissance, mais que c'était plutôt une faculté pour réussir à aller chercher de l'eau, puisque c'est un environnement très sec. Ce que ça nous dit, c'est que bien que le résultat d'hyperaccumulation de métal est le même, la raison qui pousse la plante à accumuler est différente. Et ce que ça nous dit, c'est que les contraintes qu'il y a sur nos sites contaminés sont aussi primordiales que la contamination elle-même. Et donc, de végétaliser un site contaminé qui aurait des contraintes de sécheresse ou de fertilité doit tout autant orienter notre choix de végétaux que la contamination elle-même.
Finalement, j'essaie de modéliser plus largement l'accumulation de métaux chez les espèces au niveau mondial en incluant toutes les métallophytes, autant celles qui accumulent peu que celles qui accumulent beaucoup, en essayant de corréler vraiment cette accumulation-là aux traits fonctionnels, en prenant en compte les caractéristiques de sol ou de climat, pour vraiment réussir à venir un jour modéliser les niches qui pourraient être utiles en phytoremédiation. Donc, en conclusion, mon projet de doctorat, je pense, a vraiment montré qu'il y a un grand intérêt de l'approche fonctionnelle, d'utiliser les traits fonctionnels pour améliorer la sélection des espèces en phytoremédiation, mais éventuellement plus largement en phytotechnologie. Je pense que cette approche-là aide non seulement à appliquer, donc à sélectionner, mais aussi à mieux comprendre quelles plantes on a besoin sur nos sites et d'éventuellement même lier tout ça aux services écologiques qui pourraient rendre dans nos phytotechnologies. Le fait aussi de faire de la synthèse de données, il y a beaucoup de données qui ont été produites dans les dernières décennies. Je pense qu'on est rendu à faire une synthèse pour avoir une compréhension plus holistique et donner des résultats plus généralisables qui éventuellement vont, je l'espère, amener à des outils d'aide à la sélection ou à la décision, autant pour les acteurs qui décident des plantes, mais aussi pour orienter les futures questions de recherche. Finalement, je prends un petit moment de mon temps, volé de toute évidence, pour promouvoir Phytoaction, qui est donc une OBNL qui ne veut pas faire compétition à la SQP, mais qui se veut plutôt complémentaire pour vraiment venir faire des projets vitrines. On est là pour promouvoir les phytotechnologies au niveau communautaire, accompagner les communautés qui veulent mettre en place des phytotechnologies. On a parlé d'acceptabilité, de sensibilisation. Quand les communautés en veulent, elles ont besoin d'experts qui sont là pour les accompagner. Puis un des projets, dans le fond, certains ont peut-être vu même les visites là, de projets vitrines, mais c'était aussi de faire de la production de documents éducatifs, comme ici des fiches sur la stabilisation de berges, qui sont vraiment très précises sur quel type de permis, autorisation les gens ont besoin pour faire de la stabilisation de berges et quelles techniques doivent être utilisées dépendamment des conditions des sites. Donc, si jamais vous avez d'autres projets pilotes un peu fous ou des choses à tester en phytotechnologie, on est toujours partant, donc venez nous parler, ça va nous faire plaisir. Donc, ça me fait plaisir d'avoir présenté ça devant vous, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci Béatrice. Alors, vous aurez remarqué que son éloquence n'avait que d'égal le fait qu'elle était lauréate de la bourse SQP 2023. Donc, félicitations, c'est un exposé très clair, bien illustré. Est-ce qu'il y a des questions pour Béatrice? Il y a quelqu'un qui se lève, qui s'en va au micro. Bonjour, Mohamed de la ville de Laval. Je me demandais, est-ce que vous êtes en mode on va tester à décontaminer des sites à travers les phytotechnologies? Pour l'instant, c'est pour ça qu'on a testé sur le terrain dans l'est de Montréal. Puis ça nous a permis de probablement orienter la sélection des sols qu'on pourrait amener sur des terrains. En ce moment, éventuellement, oui, ce serait à tester sur des sites contaminés, des friches industrielles. Je pense que la base de données, c'est un peu ça l'objectif, c'est d'avoir vraiment assez de données pour pouvoir comprendre quel type d'espèce serait bénéfique ou efficace sur des terrains contaminés. Un peu faire un genre de filtre ou un catalogue, puis là, arriver, puis là, il y a des terrains contaminés à Laval, ils ont tel stress, telle condition, puis d'être capable de voir quelle espèce serait bénéfique là, ou efficace là. Alors, merci beaucoup. Encore une main d'applaudissement. On va t'inviter à récupérer.